Bonjour, nous abordons dans cette session les enjeux de la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique, signée à Rio en 1992, définit la biodiversité comme la diversité des organismes vivants de toutes origines, faune et flore, marine ou terrestre. Ainsi, la biodiversité englobe la diversité des gènes, la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes et leurs interactions. Le Millennium Ecosystem Assessment, qui est un travail d'évaluation scientifique de l'ampleur et des conséquences des modifications subies par les écosystèmes, propose une classification des services rendus par les écosystèmes en 4 catégories. Tout d'abord, les services d'approvisionnement. Ce sont les services à l'origine de la production de l'ensemble des ressources naturelles, directement utiles aux hommes, tels que les denrées agricoles, les poissons, les fibres, le bois, la viande de chasse, l'eau, la pharmacopée. Ensuite, les services de régulation. Ce sont les propriétés de stabilisation et de régulation qu'ont les écosystèmes et la biosphère en général sur le climat, à travers la séquestration du carbone, la purification et la régulation de l'eau et de l'air, la protection contre les catastrophes naturelles ou l'atténuation de leurs effets, le recyclage des déchets et la neutralisation des polluants, la pollinisation, la protection des cultures par les prédateurs des ravageurs dans le cadre des chaînes trophiques complexes. Ensuite, les services culturels. Ce sont les apports spirituels, religieux, éducatifs, récréatifs ou esthétiques des écosystèmes au bien-être et à l'identité des sociétés humaines. Enfin, les services supports, ce sont les fonctions nécessaires à la réalisation des services de production, de régulation et culturels. La permanence des sols, les cycles des nutriments, de l'eau, du carbone, de l'oxygène, la production primaire de matières vivantes et d'habitat. En comparant les séries de données sur la présence puis la disparition d'espèces fossiles depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a 600 millions d'années, il est possible de décrire 5 extinctions biologiques. Aujourd'hui, le taux d'extinction des espèces est 1000 fois supérieur au taux d'extinction moyen observé dans le passé, et les modèles prévoient qu'il pourrait être encore multiplié par 10 dans les années à venir. L'activité humaine est devenue le facteur prépondérant de l'évolution de la biodiversité. Les scientifiques nomment Anthropocène cette période de l'histoire de la Terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l'écosystème terrestre. Ces activités sont en passe de générer une 6e extinction du vivant. Les activités humaines qui mettent en péril le bon état de la nature sont de plusieurs ordres. 2 sont visibles et localisables. C'est d'abord le changement d'usage des sols par la défriche, la déforestation, le drainage des zones humides, la segmentation des paysages par et pour l'agriculture, les infrastructures, l'étalement urbain. C'est ensuite la surexploitation des produits de la nature par la chasse, la pêche, la coupe de bois ou la cueillette. Les 2 autres sont insidieuses et globales. Ce sont les pollutions par les résidus des activités humaines, industrielles, agricoles. Et c'est enfin le changement climatique, dont la vitesse est telle que les écosystèmes ne sont pas en mesure de s'y adapter et se voient donc condamnés. Par exemple, le blanchiment des coraux ou la désertification au Sahel. Dans les pays développés, la prise de conscience de ces menaces pesant sur la nature a été tardive et la plupart des écosystèmes sont aujourd'hui fortement dégradés, voire totalement détruits. Et les efforts entrepris pour restaurer les écosystèmes dégradés sont coûteux et complexes à mettre en œuvre. Dans les régions tropicales, par contre, où se trouve la plus grande diversité de ressources naturelles, le pire peut encore être évité. D'autant que nous savons désormais que la nature offre des solutions, notamment vis-à-vis du changement climatique. Comment stopper cette évolution ? À l'échelle planétaire, réduire les pertes de biodiversité suppose d'agir simultanément sur 3 axes essentiels. Tout d'abord, le changement du climat va trop vite et les écosystèmes ne sont pas en mesure de s'y adapter. Il faut agir pour réduire les sources génératrices du changement climatique, à savoir les gaz à effet de serre.
En réduisant les émissions, la pression sur les écosystèmes les plus menacés, forêts, océans, sera moins forte et leur permettra de s'y adapter. C'est-à-dire que de nouvelles espèces pourront remplacer les anciennes, de nouveaux équilibres pourront se construire et permettront aux écosystèmes de s'adapter. Mais ce ne sera pas suffisant, car la hausse des températures et l'acidification des océans ont des impacts et des effets systémiques. Ensuite, les modes et les niveaux de consommation, notamment en produits agricoles, des citoyens les plus riches ne sont pas durables et donc pas généralisables. La préservation de la biodiversité suppose de revoir nos modes de consommation et de les adapter aux potentialités des écosystèmes. Enfin, les pollutions minent l'équilibre des chaînes trophiques. Il est indispensable de faire évoluer nos modes de production afin de réduire leurs impacts sur les milieux naturels, pesticides, perturbateurs endocriniens, plastiques, etc. Au niveau local, la préservation des écosystèmes, des paysages et des ressources naturelles suppose 3 types d'actions. Tout d'abord, ajuster les prélèvements aux capacités de reproduction des écosystèmes. On dispose aujourd'hui d'instruments de mesure et de méthodes de planification permettant de dimensionner les niveaux de prélèvement aux capacités reproductives des écosystèmes. Aménagement des pêcheries, aménagement forestier, plans de chasse, gestion intégrée des ressources en eau. Dans tous les cas, la connaissance scientifique des écosystèmes, espèce par espèce, permet de déterminer la possibilité et le niveau des prélèvements, dans le temps, période de pêche, taux de prélèvement, et dans l'espace, zonage forestier par exemple. C'est sur ces bases que des accords entre les exploitants et les ayants droit doivent être négociés, accords de pêche, concessions forestières, et qu'une gouvernance sectorielle spécifique pourra être mise en place. Enfin, définir une proportion significative de zones bénéficiant d'un statut de protection. L'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN, a défini 6 niveaux de protection, du sanctuaire en protection intégrale, excluant toutes activités humaines, aux parcs naturels régionaux dans lesquels les activités humaines sont admises, dans le cadre d'un contrat entre acteurs, ce qu'on appelle les chartes de territoire. À cet égard, la CDB a élaboré un plan stratégique pour la période 2011-2020, les objectifs d'Aichi, qui vise à mettre sous statut de conservation 17% des espaces terrestres et 10% des zones marines et côtières. Aujourd'hui, si la surface des aires protégées progresse, l'efficacité de leur gestion doit être améliorée. Enfin, offrir à la biodiversité la possibilité de trouver sa place dans les espaces cultivés, les haies, les lisières, les cours d'eau et les espaces urbanisés, et s'assurer de la connectivité des milieux qui permet d'assurer la migration des espèces et l'adaptation des écosystèmes. Aujourd'hui, nombre de pays mettent en place des dispositifs de restauration des écosystèmes. Bien que techniquement complexes et financièrement onéreuses, ces démarches peuvent être profitables à la préservation de la nature et générer des co-bénéfices. Elles accroissent les superficies sous statut de protection, elles augmentent la capacité des écosystèmes à fournir des services de production et de régulation, stockage de carbone, gestion de l'eau, etc. Cependant, la restauration des écosystèmes ne peut pas être une réponse efficace aux dégradations d'origine anthropique. Tous les investissements ayant un impact sur le milieu naturel se doivent de mettre en œuvre une approche graduelle visant en priorité à éviter d'affecter les milieux naturels, en particulier les plus sensibles, les zones humides, les forêts. Si cela s'avère impossible, il convient d'en réduire autant que possible l'impact sur les écosystèmes. Et en dernier ressort, la compensation par la protection ou la restauration d'un écosystème équivalent en qualité et en surface. Dès lors que les régions intertropicales abritent l'essentiel de la biodiversité terrestre, les pays du Sud ont un rôle particulier à jouer dans sa préservation. La diversité, la santé et la place réservée aux écosystèmes seront déterminantes dans les trajectoires de développement de tous ces pays. Pour être durable et inclusive, la croissance économique dont ils ont besoin doit mobiliser l'ensemble des services que rendent les écosystèmes.
production agricole, pastorale, halieutique et forestière, pharmacopée, stabilisation et régulation du climat comme du cycle de l'eau, protection contre les catastrophes naturelles ou atténuation de leurs effets, neutralisation des polluants, bien-être et identité culturelle. La forte croissance économique et démographique que connaissent ces régions va de pair avec de fortes pressions sur les ressources naturelles. Ainsi, l'équipement en infrastructures, l'industrialisation, l'urbanisation, l'extension des terres cultivées peuvent provoquer des pertes irréversibles des services écosystémiques. Ces pertes peuvent être évitées ou grandement réduites. Les évaluer permet de prendre les mesures adéquates et, si nécessaire, de compenser les pertes inévitables. Les activités qui reposent sur la production de biomasse, filières agricoles, forestières, animales, énergétiques, sont particulièrement dépendantes du bon fonctionnement des écosystèmes. Conduites de façon non durable, elles contribuent à la dégradation des écosystèmes. Inversement, en adoptant des itinéraires techniques écologiquement intensifs, reposant sur une optimisation des fonctions de photosynthèse et de fixation de l'azote atmosphérique et des interactions entre les espèces, de la parcelle cultivée au paysage agraire, elles contribuent à la protection de la biodiversité. En conséquence, faire de la conservation des écosystèmes une dimension des stratégies de développement, des politiques sectorielles et des programmes d'investissement apparaît comme une nécessité pour la protection de la biodiversité elle-même, pour la lutte contre le changement climatique et ses effets, et pour un développement durable, inclusif et solidaire. Dans ce contexte, l'AFD finance de nombreux projets qui visent à gérer durablement les ressources naturelles, assurer la protection des écosystèmes ou aménager les territoires ruraux. L'aménagement d'une forêt de production a pour objectif la récolte durable de produits forestiers à partir d'une exploitation forestière programmée et planifiée, assise sur un massif permanent, tout en assurant la continuité, voire l'amélioration du patrimoine et des fonctions sociales et écologiques de la forêt. L'aménagement est l'aboutissement d'un processus de concertation et d'arbitrage entre les différents partenaires concernés, l'État, les populations, les forestiers. L'aménagement est un ensemble de documents, outils de référence et de gestion qui fixent un programme d'action à court, moyen et long terme sur le plan social, environnemental, technique et financier. Les études préalables à l'aménagement, notamment les résultats des inventaires, permettent de prendre les principales décisions d'aménagement, durée de la rotation, volume exploitable de façon durable, mesures sociales, mesures de protection environnementale. Le parc transfrontalier du Grand Limpopo a été créé en décembre 2002 par les chefs d'État des 3 pays concernés, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique. Le parc, qui représente une surface totale de près de 4 millions d'hectares, comprend le parc national du Kruger en Afrique du Sud, le parc national du Limpopo au Mozambique et le parc national du Gonarezu au Zimbabwe. De part et d'autre de la frontière, les enjeux sont complémentaires. En Afrique du Sud, le Kruger, parc emblématique à l'échelle de l'Afrique australe, est visité chaque année par plus d'1 million de visiteurs, attirés par une faune riche et diverse, mais avec certaines populations d'animaux parfois trop nombreuses. Au Mozambique, si dans le parc de Limpopo, la guerre civile a eu raison des derniers grands mammifères, les habitats naturels sont demeurés intacts. En supprimant progressivement la clôture qui fait frontière, les animaux circulent librement entre les 2 pays, permettant à la fois la régulation de la faune du Kruger et le repeuplement du Limpopo. Le Mozambique recueillant ainsi les retombées économiques conséquentes liées à ce tourisme de nature. Le projet global a pour ambition de créer les conditions d'une gestion économiquement, socialement et écologiquement durable du parc national du Limpopo. Cet environnement doit contribuer à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes au niveau régional à travers la gestion intégrée et durable d'une aire protégée, en concertation avec les populations locales. L'appui financier de l'AFD, d'un montant de 11 millions d'euros en subvention, a contribué à la réalisation des 3 objectifs spécifiques fixés dans le plan de gestion du parc national du Limpopo.
maintien de l'intégrité physique et préservation de la biodiversité et des écosystèmes du parc, amélioration des conditions de vie des populations locales en les associant aux bénéfices, mise en place des conditions institutionnelles, financières et sociales à même d'assurer la pérennité du parc. L'objectif du projet Agriculture durable pour une approche paysage à Madagascar est d'améliorer la productivité agricole et la gestion des ressources naturelles associées dans des territoires sélectionnés. Le premier volet soutient la mise en place d'une approche paysage à l'échelle nationale. Il comprend le développement d'outils d'information, de gestion, de planification et d'aide à la décision. Le renforcement des capacités des institutions publiques, administration centrale, collectivités territoriales décentralisées, communautés de base, associations des usagers de l'eau, les institutions de recherche. Et enfin, le renforcement du cadre politique et institutionnel. Un second volet contribue à l'adoption d'une approche paysage dans les zones sélectionnées, par le financement d'investissements permettant d'améliorer conjointement la productivité agricole et la gestion des ressources naturelles dans les périmètres irrigués, les bassins versants en amont et les aires protégées en périphérie. Merci pour votre attention.